Le docteur Roger Sylvain Bonkungu est notre invité du jour. Il est docteur urbaniste et est également membre du bureau de l'ordre des urbanistes du Burkina. Avec lui, nous allons échanger sur le regard des urbanistes sur l'aménagement des villes, quelle alternative face aux occupations anarchiques et autres difficultés d'aménagement. Bonjour et bienvenue sur le plateau du DEJ Info. Bonjour. Première question, pour commencer déjà, dites-nous, quel est le rôle des urbanistes dans le développement des villes? Je vous remercie de nous accueillir, l'ordre des urbanistes, qui m'a délégué ce matin pour représenter l'institution. C'est dans le cadre des 72 heures de l'urbanisme que nous organisons du 20 au 22. Et il était donc utile que nous puissions venir discuter avec vous pour quand même présenter notre métier et présenter quelles sont les difficultés que nous rencontrons, quelles sont les perspectives éventuellement. Alors, l'urbanisme, c'est le professionnel des villes. C'est celui-là qui est formé pour planifier le développement des villes et des campagnes à long terme, je veux dire jusqu'à 25 ans, planification, et c'est celui-là aussi qui a les outils pour aménager. C'est ce qu'on appelle l'urbanisme opérationnel. Voilà un peu décliné ce que nous faisons en tant qu'urbanistes. Si vous voulez des détails, la planification c'est quoi? C'est partir en fait de l'existant, de la situation existante à l'instant T, que ce soit une situation, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de la planification, j'allais dire, spatiale, et ce soit au niveau de la population, pour se projeter à un temps plus 1, qui peut être un temps de 10 ans, un temps de 25 ans, et prévoir donc les équipements, prévoir donc les besoins, et les mettre donc en exergue pour préparer l'avenir en fait donc de la population. Voilà. Et dans cette planification urbaine, comment est-ce que vous arrivez à prendre en compte les aspirations des populations? Il faut dire que il y a deux aspects. Il y a que nous avons des normes urbanistiques par rapport donc aux populations qui existent, mais nous avons, ça ne nous dispense pas aussi de rencontrer les populations pour discuter et puis voir comment on prend en compte donc leurs besoins. En fait, ce n'est pas un travail de bureau uniquement, c'est un travail aussi qui nous amène à aller donc vers les populations pour discuter et puis voir qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour l'épanouissement des populations. Voilà. On entend souvent aussi parler de schéma d'aménagement des villes, je dirais dans le cas de Ouagadougou, schéma d'aménagement de Ouagadougou. En quoi est-ce qu'il consiste et est-ce qu'il est indispensable pour le développement des villes? C'est un outil indispensable dans la planification spatiale. Parce que c'est un cadre, j'allais dire normatif, où sont consignés, ce que je disais tantôt, l'étude de la situation actuelle, les perspectives et la vision du développement donc, de l'agglomération et les besoins qui sont quantifiés, évalués, quantifiés et j'allais dire prévoir donc les moyens de réalisation. Et c'est ce document-là qui sert à tous les décideurs généralement pour travailler. Autrement, on allait piloter la ville un peu à l'aveuglette, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc impossible d'aller vers un développement urbain sans un schéma d'aménagement. Impossible d'aller vers un développement urbain cohérent sans la planification donc, de l'espace urbain. Alors, malgré l'existence d'un tel type de schéma d'aménagement pour une ville comme Ouagadougou, on ne manque pas de difficultés. On a vu le précédent reportage, on parle ces derniers temps de déguerpissement, d'occupation anarchique. Comment, malgré l'existence d'un schéma d'aménagement, on arrive à de telles situations? Il faut dire que l'urbaniste est un technicien, mais la gestion des documents de planification appartient à l'État. D'accord. Voilà. Si vous avez des dérives, ça veut dire que quelque part, quelqu'un n'a pas assuré pleinement son rôle. Autrement, le document est participatif, il associe tous les services de l'État, tous les privés, toutes les parties prenantes, il est
évalué par le ministère, ensuite il passe en conseil de ministres. Donc il devient opposable au tiers. En ce moment-là, c'est à l'État de prendre donc ses responsabilités pour faire appliquer donc le document. Si ce n'est pas appliqué, ce n'est plus le rôle de l'urbaniste. Voilà. En tant que docteur en urbanisme, quand on regarde ces occupations anarchiques et quand on a connaissance de l'existence d'un schéma d'aménagement pour une ville comme Ouagadougou, comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on assiste, comme c'est le cas ces derniers temps, à des déguerpissements suite à ces occupations-là? Bon, on est un peu dépassé, mais c'est la réalité de la gestion urbaine. Il y a les outils, mais il y a la logique des acteurs. C'est-à-dire que dès lors qu'on tolère un premier, ensuite un deuxième, un troisième, ça devient comme une règle générale. Et c'est dommage, mais les outils ne prévoient pas effectivement que les voies, qui sont généralement, les parties qui sont occupées, correspondent généralement au trottoir. Donc ce sont des espaces qu'on a réservés en fait pour les piétons. Et donc ça veut dire que quand ces espaces sont occupés, les piétons se retrouvent sur la chaussée avec les véhicules, avec les motos, ce qui est source d'accidents forcément. Voilà. Alors à qui incombe cette responsabilité? Parce que plus je vous écoute, plus que j'ai l'impression que le schéma d'aménagement aurait pu permettre d'éviter pareille situation. Exactement. C'est les gestionnaires urbains. Les gestionnaires urbains, c'est la mairie. Vous voyez bien que c'est la mairie qui est devant, en train de déguerpir les gens. Et une fois que les documents sont adoptés, nous avons des gestionnaires urbains qui sont chargés donc, de la mise en œuvre des recommandations qui sont contenues donc, dans le document qu'eux-mêmes ils ont approuvé. Voilà. Si ça se fait, bon, le gestionnaire urbain est obligé de se prendre en charge. Vous voyez bien que ce n'est pas les urbanistes qui sont devant, c'est bien l'autorité communale qui est en train donc de procéder donc à ces déguerpissements-là. Ça soulève beaucoup de problèmes. Comparaison n'est pas raison, mais quand on prend l'exemple d'une ville comme Dakar où on assiste à une extension de tout ce qui est gare routière en dehors de la ville. Lorsqu'on regarde le cas de Ouagadougou, on regarde ces occupations anarchiques, on regarde les lieux de commerce. Est-ce que c'est prévu par nos urbanistes que l'on puisse excentrer ces différents aspects-là aussi? Dans le schéma directeur, comme je vous disais, c'est une projection à long terme. Par rapport donc à la situation actuelle, s'il est nécessaire qu'on réserve des emprises, c'est réservé. Même s'il n'y a pas une matérialisation sur ces espaces, il arrive que ce soit donc des zones qui sont prévues dans les schémas. Voilà. Et donc peut-être l'aménagement traîne, mais ces espaces-là sont prévus. Quand vous regardez dans l'histoire d'une capitale comme Ouagadougou, à quel moment on a commencé à assister justement à cette anarchie et tout? Bon, je veux dire que si nos souvenirs sont exacts, en fait, c'est l'autorité même qui a commencé. Parce que quand vous regardez l'installation au niveau de l'ancienne Bata vers, j'allais dire, la Bata à Goungé, voilà, les premières installations étaient là-bas, jusqu'à ce que on veut aménager la voie et puis donc les gens sont partis et on a recalibré la voie et les gens se sont installés. Ensuite, il y a eu des aménagements à côté de l'ancien PMK. Vous voyez cette route-là aussi, il y avait donc des installations qui étaient tolérées. Et je pense que c'est parti de là. Et par la suite, bon, ce mouvement a été toléré par l'autorité simplement en faisant donc on relevait donc l'emplacement. On regardait si ça ne gênait pas trop la circulation et on a commencé à tolérer. Mais je crois que les gens ont commencé à exagérer. Il y a peut-être aussi le théâtre populaire. Il y a le théâtre populaire aussi, voilà, exactement. Donc c'est un mouvement qui est parti, c'est un mouvement spontané qui est parti, qui a été peut-être pas trop considéré par l'autorité à l'époque, mais qui a pris donc des dimensions aujourd'hui qui sont j'allais dire, très dangereuse pour la circulation et pour la sécurité donc, de l'ensemble des usagers des voies. Est-ce que ça pourrait s'apparenter, je pèse bien mes mots, à du laxisme? Du laxisme un peu, mais je pense plus à qu'est-ce que j'allais dire? Laxisme c'est trop fort, mais je pense plus à un laisser-aller qui s'est donc généralisé et qui aujourd'hui donc prend des proportions
Surtout que à la décharge aussi des autorités, c'était pas facile aussi pour un gestionnaire urbain de toucher à cette catégorie de population. Parce qu'elles sont très organisées et très rapidement elles peuvent s'organiser pour créer aussi des désordres dans la ville. Donc c'était pas très simple non plus pour les autorités communales de pouvoir faire ce mouvement-là que la situation actuelle leur permet de faire. Voilà. Alors, les urbanistes qui participent à l'élaboration d'un schéma d'aménagement pour une ville, mais vous le dites, au niveau de l'application, c'est l'État, c'est la collectivité qui s'assume. Quelle est la suite entre l'urbaniste et justement cette collectivité? Est-ce que vous vous parlez lorsqu'il y a des dérives ou est-ce que vous êtes souvent consulté? Quels sont les rapports qu'il y a entre les urbanistes et nos collectivités? Alors, il faut dire qu'il y a des urbanistes au niveau de l'État, il y a des urbanistes aussi qui sont dans le privé et qui sont organisés donc au niveau donc, de l'ordre. Et l'ordre est mis en place et parrainé par la structure technique en place, c'est-à-dire le ministère. Donc, le rôle de l'ordre, c'est aussi d'interpeller donc les autorités. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas, de discussion entre les autorités et les urbanistes, mais quelquefois, comme je dis, c'est pas toujours très évident dans la mise donc en œuvre. Parce que qui dit la ville dit aussi une autorité assez forte. Voilà. Et donc il faut être suffisamment fort parce que ce sont des gens qui sont très organisés et c'est pas toujours très évident, comme je disais tantôt, de les déplacer. Voilà. Dans le cadre express des déguerpissements, est-ce que l'ordre a eu à interpeller l'autorité de par le passé avant qu'on en arrive à 2024-2025 où l'autorité visiblement s'assume à travers des opérations de déguerpissement et aussi de sensibilisation? Oui, bon, il n'y a pas que ça, il y a d'autres aspects. C'est-à-dire que quand on traite de la ville, on traite la ville de manière globale parce que c'est systémique, j'allais dire. C'est-à-dire que dès que vous touchez une partie, automatiquement, ça s'enchaîne de l'autre côté. Donc, si vous abordez la question donc, des kiosques qui sont en désordre, ça interpelle obligatoirement la sécurité urbaine, la sécurité, j'allais dire, routière. Et là aussi, il y a un respect. Et là où il y a, voilà, donc, vous voyez quelle est la disposition en la matière par rapport à ces kiosques, par exemple? Non, en fait, quand la voie est dimensionnée, elle est déjà dimensionnée pour des trottoirs, pour des pistes cyclables et pour des chaussées. Il n'est pas prévu de mettre des kiosques là-dessus. C'est exactement comme ça. Toutes les voies que vous voyez, même quand elles ne sont pas totalement aménagées, quand on fait donc les plans d'occupation des sols et qu'on doit faire donc des coupes, on prévoit toute cette emprise-là, ces occupations-là. Maintenant, on peut les aménager tout de suite si on a les moyens, mais quelquefois on n'a pas les moyens aussi, il faut le dire, et donc on aménage seulement la chaussée. Donc les gens pensent que ce qui est resté, en fait, on n'en veut pas. En fait, c'est un espace où on peut faire n'importe quoi. Alors que, par rapport aux urbanistes, cet espace-là est déjà aménagé sur les plans. Et il reste simplement à avoir donc des moyens pour les mettre en œuvre. C'est connu de tous. Il suffit pour l'autorité de procéder à l'aménagement d'une voirie. Lorsqu'il y a un goudron qui apparaît, on voit automatiquement les riverains qui commencent à casser les murs, qui sortent des boutiques, mais dans le silence aussi de l'autorité. Exactement. Mais il faut dire que ça aussi, quelque part, il a manqué à un moment donné des outils. Parce que c'est vrai qu'on a parlé donc de schéma directeur, mais on n'avait pas des outils réglementaires, comme les plans d'occupation des sols, qui réglementent maintenant, j'allais dire, dans les détails, l'occupation de l'espace. Ça, c'est fait désormais. La ville de Ouagadougou a un plan d'occupation des sols. Et je pense que ça va aider les autorités communales à travailler. Autrement, sans cet outil-là, c'était difficile pour eux de travailler. Parce que ce n'est pas seulement ici. Quand vous allez dans les pays, le Maroc, l'Algérie, il y a aussi ces échoppes-là, mais généralement, elles sont situées à l'intérieur des cours. Et en fait, le trottoir est aménagé pour que les piétons puissent passer et rentrer dans les boutiques et ressortir. Voilà. Mais c'est à l'intérieur donc des cours. Que si vous voulez louer votre devanture, en fait, vous devez le prendre sur votre parcelle. Et maintenant, ne pas empiéter sur l'espace public. Parce que là, de fait, c'est une privatisation donc, de l'espace public. Quand vous permettez qu'on pose un kiosque sur la voie devant chez vous, et que vous devez par ailleurs prendre de l'argent, c'est comme si vous privatisez l'espace public.
ce qui est fortement donc interdit. Voilà. N'eût été l'explication que vous apportiez aussi, beaucoup avaient cette reproche par rapport aux urbanistes que les piétons n'avaient pas été pris en compte dans l'aménagement de nos villes. Ça. Les piétons sont pris en compte. Les piétons sont pris en compte, mais quelquefois on aménage d'abord la chaussée pour les véhicules, mais après, normalement, c'est pourquoi je disais que l'aménagement doit se poursuivre. Une fois qu'on a fini les chaussées, c'est vrai que les véhicules sont prioritaires, mais il faut penser donc aux pistes cyclables, il faut penser aussi aux trottoirs, parce qu'aujourd'hui, les piétons sont confrontés à ce problème-là. Ils sont obligés de se déporter sur la chaussée et sont malheureusement quelquefois accidentés par les véhicules, parce que bon, ils se retrouvent dans un espace qui n'est pas le leur. Exactement. Alors, pour la mise en place des schémas d'aménagement dans les villes du Burkina, également pour aussi l'ajout des urbanistes dans tout ce qui est pensé au profit des populations en termes de développement urbain, quelles sont les difficultés que les urbanistes rencontrent au quotidien? Il faut dire que c'est une profession qui n'est pas très bien connue. Et beaucoup font toujours cette confusion. Quand on parle d'urbanisme, on parle d'architecte. Jusqu'à présent, beaucoup font cette confusion. Et même que dès qu'on a des idées, on pense qu'on est urbaniste. Dès qu'on a un pouvoir, on pense qu'on est urbaniste. On prend des décisions et après ça se retourne contre soi-même. C'est comme ce que je dis. Et la ville, c'est comme un corps. C'est comme un corps. C'est-à-dire, toutes les fonctions sont reliées. Si vous coupez un doigt, vous allez ressentir ça dans l'ensemble du corps. La ville, c'est exactement comme ça. Si vous fermez une voie, vous créez un problème. Parce que désormais, les gens sont obligés de se détourner pour passer dans d'autres voies. Ça va faire de l'engorgement, ça va faire des accidents. Donc, en fait, la ville est pensée comme un tout, globalement. Voilà. Et donc, quand on prend un morceau et qu'on change la destination, on crée un problème dans tout le corps humain. J'allais dire souvent, je dis ça aux étudiants, c'est comme la moto. Vous allez dire la moto, oui, le rétroviseur, je peux l'enlever. Si vous enlevez le rétroviseur, vous ne pouvez plus voir derrière. Et si vous tournez au hasard, on vous cogne. Donc tout se tient. C'est un ensemble systémique. La ville, c'est un ensemble systémique où tout se tient. Voilà. Donc si je vous suis bien, les difficultés au niveau des urbanistes, c'est lié même à la méconnaissance de l'urbanisme en tant que tel. À la méconnaissance, voilà. C'est surtout la méconnaissance et c'est surtout lié, c'est aussi lié au fait que, comme je dis, tout le monde pense qu'il est urbaniste quelque part et qu'il peut prendre la place de l'urbaniste jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il y a des problèmes. Et en ce moment, on se retourne vers les urbanistes et on dit, mais vous n'avez pas fait votre travail. C'est ça le problème. Au-delà justement de ces aspects, pour vous aujourd'hui en tant qu'urbaniste, comment réguler justement les occupations au niveau de l'espace public afin de fluidifier non seulement la circulation, mais aussi permettre un meilleur aménagement de nos villes? On a vu l'essai qui est en train d'être fait ces derniers temps au niveau des collectivités où on essaie d'aller vers une circulation à sens unique. Qu'est-ce que vous pensez en tant qu'urbaniste et comment est-ce qu'on pourrait améliorer ces choses-là? Oui, en fait, l'urbanisme, c'est tout ça. C'est-à-dire, quand vous pensez l'aménagement de la ville, vous pensez à la fonction habitat, le logement, vous pensez à la fonction déplacement. Parce que s'il n'y a pas de déplacement dans une ville, on ne vit pas. Vous pensez à la fonction emploi, vous pensez à la fonction distraction, culture. Tout ça, ça fait partie en fait des besoins fondamentaux d'un homme. Voilà. Donc, dans tous les schémas qui sont faits, on pense à comment réguler donc la circulation. Comment faire pour que la ville soit fonctionnelle? Comment faire que quelqu'un qui quitte chez lui puisse arriver à son boulot à temps, en bonne santé, en sécurité? Et ça fait partie aussi des missions donc, de l'urbanisme. Voilà. Est-ce que cette décision de procéder à une circulation à sens unique pourrait permettre de réduire tout ce que nous avons comme désagrément? Oui, c'est une solution. Je pense que dans l'existant aussi, il faut faire quelque chose. Beaucoup connaissent le calvaire des populations qui passent par la zone de la Padoua autour de la Secna et autres. Pas seulement là-bas, même le centre-ville aujourd'hui n'est plus fonctionnel.
vous n'avez pas de parking. Par exemple, si vous venez avec un véhicule, vous ne savez pas où vous garer. Voilà. Dans la circulation, quelquefois, il y a des déviations. Les gens se retrouvent souvent ensemble dans un étau et n'arrivent pas à circuler. Voilà. Il y a des problèmes de pollution, il y a des problèmes de poussière, il y a des accidents. Tout ça, c'est des questions qui sont portées en avant quand on réalise donc un document de planification. Vous avez soulevé un aspect. Est-ce que la question des parkings avait été pensée dans le schéma d'aménagement aussi? Si. Quand vous avez vu le schéma, j'allais dire, parce que quand on a fait le schéma donc, du projet ZACA, les schémas étaient pris en compte. J'allais dire, on appelle, les parkings avaient été prévus. Parce que c'est un concours qui a été international et qui a mobilisé de grands d'éminents urbanistes, que ce soit burkinabé, français ou même tunisien. Et toutes ces questions avaient été prises en compte. On devrait avoir des parkings au niveau de la zone ZACA. Exactement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la mise en œuvre. L'autorité n'a pas respecté les dispositions qui ont été arrêtées même en Conseil des ministres. Voilà. Si je prends par exemple le cas du marché de Kola, il avait été prévu un parking à silo. C'est-à-dire que vous arrivez, vous descendez avec votre véhicule et vous avez une place en bas et vous remontez. Aujourd'hui, pendant même qu'on réalisait le projet, les constructions se faisaient. Voilà. Si vous prenez la maison du peuple, il avait été prévu des parkings là-bas. Si vous prenez la zone en face de la cathédrale, il avait été prévu un parking là-bas. Oui. Donc, et les stations d'essence qui sont à côté donc, du marché devaient être délocalisées pour prévoir donc, des parkings. L'autorité n'a pas respecté. C'est tout. Vous soulevez beaucoup de cas qui intéressent beaucoup les populations. Est-ce que aussi cette question des stations d'essence qui sont en train de polluer aussi la ville, on en retrouve un peu partout, sur des distances de moins de 50 mètres, on peut se retrouver avec 2 stations. Est-ce que ça avait été prévu? Non. Et puis c'est des zones d'habitation. C'est des zones d'habitation. En fait, il existe une réglementation. Malheureusement, ce n'est pas respecté. C'est pas respecté. Voilà. Et ça, les urbanistes ne peuvent rien. Les urbanistes ne peuvent qu'interpeller et montrer les dangers éventuels qui peuvent survenir. Et c'est tout. Voilà. Parce que quelquefois, on dit que l'aménagement de la ville, c'est le fait du prince. Voilà. Si c'est pas seulement ici, vous avez vu peut-être à Paris, l'avenue Haussmann et tout. C'était le préfet de Paris, il a cassé des maisons, il a réalisé le boulevard Haussmann. Donc aujourd'hui, c'est ça. Voilà. C'est pas que on n'a pas des urbanistes compétents qui réfléchissent aux questions urbaines. C'est pas qu'on n'a pas des expériences dont on peut s'inspirer ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on ne réinvente pas la roue. Mais même quand ces documents sont adoptés, ils ne sont pas respectés. Voilà ce qui explique en fait le désordre dans la ville de Ouagadougou. Je vais terminer par là. Il y a aussi ce rôle qui a été pointé du doigt par plusieurs, celui des urbanistes. Vous l'avez démontré, il y a aussi une part belle à donner à l'autorité. Mais à côté, quel devrait être le rôle du citoyen pour un meilleur aménagement de notre espace urbain? Le rôle du citoyen est très important. Vous avez vu, il y a des zones où, par exemple, on avait réservé des espaces pour le sport, pour les jeunes. Il y a des gens qui sont venus pour construire des écoles. Les jeunes se sont rassemblés, ils ont dit ça ne se fait pas. Et ça ne s'est pas fait. Donc les citoyens, l'aménagement est fait pour les citoyens. C'est pourquoi justement, il faut associer les citoyens, associer la population à l'élaboration des documents de planification. Qu'ils sachent que dans notre secteur, dans notre quartier, voilà ce qui est prévu en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, voilà l'espace qui est réservé. Quand le citoyen est au courant et qu'il s'approprie cet espace, il peut désormais défendre son espace parce que ça fait partie aussi de sa vie. Comme quelqu'un le disait, si les enfants ne peuvent pas s'amuser sur le terrain, ils vont s'amuser dans les salons. Voilà. Ils vont s'asseoir, ils vont regarder la télé. Ça va être des enfants qui vont grossir au hasard puisqu'ils ne font pas de sport.
un enfant doit faire du sport, un enfant doit se détendre. Et ça a été pensé, ça a été imaginé. Ça a été pensé. S'il doit s'asseoir au salon du matin au soir pour regarder la télévision, ça va devenir un enfant. C'est manger, regarder la télé, manger, regarder la télé. Cet enfant ne peut pas. Malheureusement, le constat est tout autre. C'est occupé par des lieux de culte, c'est occupé par des maquis et autres. Exactement. Donc, c'est pensé en réalité. C'est pensé. Voilà. Alors, merci à vous, docteur Roger Sylvain Bonkungu. Je rappelle que vous êtes docteur urbaniste et membre du bureau de l'ordre des urbanistes au Burkina. Exactement. Nous espérons vous avoir très bientôt, justement pourquoi pas parler des journées que vous préparez. En attendant, les médias leaders True TV et Watt FM vous sont reconnaissants. Nous sommes également reconnaissants à True TV pour nous avoir donné cette occasion. Merci bien à vous. Voilà. Merci. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. True TV, la télé interactive.